Est-ce que j'ai bien fait d'investir plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement pour m'apprendre à faire des accompagnements? Plus tu as de temps, plus tu procrastines. La loi de Parkinson. L'évolution que vous recherchez dans quelque domaine que ce soit se situe dans du chaos dans lequel vous allez devoir vous plonger et y mettre de l'ordre. Bullshit! Bullshit total! Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait, le podcast de ceux qui ont envie de se développer physiquement et mentalement afin de mener à bien leur projet de vie. Nous sommes actuellement mercredi 16 mai, il est 15h47, cet épisode sortira normalement aujourd'hui à 17h. Pourquoi ? Parce que normalement c'est diffusion tous les lundis 17h, mais j'ai 2 épisodes de retard, j'ai pas d'excuses. J'ai simplement fait sauter le podcast parce que c'était un des éléments les moins prioritaires dans ma liste à ce jour, même si j'aime beaucoup faire ça. Parfois, il faut savoir faire des choix. Mais rassurez-vous, on revient en force avec un bel épisode. Comme toujours, en 3 parties pour ceux qui ne connaissent pas. Partie numéro 1, la semaine vers la liberté. À nouveau, on va revenir sur mes semaines de travail qui ont précédé depuis le dernier épisode. Pas mal de nouveaux éléments, des petites leçons à en tirer, ça va être très intéressant. Il y a de l'actualité YouTube, il y a de l'actualité Instagram, il y a de la stratégie de contenu, il y a du business et il y a l'aboutissement du projet avec Loïc. On revient sur tout ça. Partie 2, l'expérience de vie. Aujourd'hui, intitulé « Plus tu as le temps, plus tu procrastines ». Ce sera d'ailleurs sûrement le titre de ce 13e épisode de podcast, déjà le 13e. Je suis content, mine de rien, pour un podcast lancé depuis le début de l'année. Il y a déjà beaucoup de contenu qui vous a été partagé, que ce soit ici sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast en fonction de là où vous écoutez. N'hésitez pas à liker et à mettre un 5 étoiles en passant, ça fera toujours super plaisir. Quelle est la thématique de ce fameux plus tu as le temps, plus tu procrastines? On mongolise. Plus tu as le temps, plus tu procrastines. On va parler notamment de la loi de Parkinson. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez pour la partie 2, vous allez comprendre, ça va vous servir que vous soyez étudiant, donc encore lycéen, collégien, ou que vous fassiez des études sup, que vous soyez salarié, que vous soyez surtout, j'allais dire c'est peut-être là où ça prendra le plus de sens, à votre compte, ou en tout cas que vous avez assez peu de cadres via votre travail ou que vous avez des projets personnels à mener à bien et que personne n'est là pour vous imposer quoi que ce soit, ça va prendre tout son sens pour vous aider à aller de l'avant, à être plus productif, à moins perdre votre temps, à moins procrastiner finalement, avec une loi qui est finalement assez logique, mais de prime abord qui peut être contre-intuitive. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, 3e et dernière partie, vos questions. De nouveau, petite box sur Instagram, je réponds à vos questions. Différentes thématiques, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour poser vos questions régulièrement quand je fais les petites box à questions ou à poser des questions directement sur Spotify ou YouTube. Je reprends les questions des précédents épisodes, ça peut même être d'épisodes plus anciens auxquels j'ai pas encore répondu et j'y réponds dans les nouveaux. Ça fait du contenu, ça nous fait de l'interaction entre nous, c'est très cool. Sur ce, trêve de blabla, il y a beaucoup de choses à dire dans ce nouvel épisode. On est parti, je pense, pour une petite heure ensemble. On va voir si ça tient sur 1 heure. Je target moins d'1 heure quand même, j'aimerais bien. Et on est parti. Alors, semaine vers la liberté, que s'est-il passé ? Je reprends mon petit carnet, le fameux carnet que j'ai toujours depuis quelques temps. J'en ai parlé il y a 3 ou 4 épisodes de ça. Je continue de l'utiliser, que ce soit pour le sport ou pour gérer les tâches que j'ai à faire au quotidien, point de vue professionnel ou personnel. Vraiment très très bien. Très bon investissement. On reviendra un peu quand j'aurai encore un peu plus de feedback là-dessus sur les avantages, inconvénients d'avoir un carnet, ce que je trouve cool ou pas à implémenter dans quelle situation. Mais c'est pas le sujet du jour. Pour l'instant, actualité. Le nouveau process 1%. Oui, si vous me suivez sur YouTube, sur ma chaîne principale Amaury, j'avais fait donc un process 1% qui est la série de vidéos dans laquelle je vous partage les backstage de la création de contenu, du business, les hauts, les bas, les échecs, les réussites. Et ça fait depuis décembre que vous n'aviez pas eu d'épisode, qui était la FAQ de 2023 finalement, qui vous avait beaucoup plu. On s'était embêté quand même à faire un peu de mise en scène un peu immersive avec des beaux plans dans Lyon pour appuyer les propos qui étaient partagés, les expériences de vie partagées. On reprend les process 1%, avec notamment là un épisode qui va servir de synthèse de tout ce qui s'est passé d'un point de vue business, création de contenu, développement de mon entreprise depuis en fait début janvier, jusqu'à fin avril. Donc sur les 4 premiers mois de l'année, ça devrait sortir vers le milieu de ce mois, donc
pas cette semaine, celle d'après. Toujours Monsieur Arboketto, Maître Kratos, qui est en charge de la création de ses contenus. C'est lui qui fait le montage, qui met sa patte artistique. Il n'a pas du tout les mêmes parties artistiques que moi, et c'est aussi ça que je recherche. C'est apporter de la variété aussi dans les approches créatives dans ces épisodes qui sont faits pour ça. Et moi, ça fait partie des séries de vidéos que je préfère faire, hein, tout simplement. D'autant plus que je fais pas le montage, donc je les préfère encore plus, pour être totalement honnête. Et donc il y a ça. Donc ça va être une synthèse où on revient sur tout. Je vous partage vraiment tous mes chiffres depuis. Alors, je dis, il y a un focus sur les 4 derniers mois, oui, mais j'en profite, étant donné que les 4 derniers mois, d'un point de vue business, c'est le lancement de mon accompagnement Renaissance, pour faire une rétrospective de tout mon parcours business depuis la création de ma première chaîne YouTube en septembre-octobre 2021, je crois. 21, 22, 21. Putain, qu'est-ce que j'avais dit déjà dans le vlog, je me rappelle déjà plus. Putain, j'ai aucune notion des dates, c'est un délire. Je crois que c'était 21. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi de création de contenu avant que je lance ma première formation? Qu'est-ce que ça a donné en termes de chiffres jusqu'à ce que finalement je lance Renaissance en janvier 2024. Ouais, c'est ça. Donc, on revient sur tout. Je vous donne tous les chiffres en toute transparence. Combien j'ai fait de ventes, de programmes vidéo sur les figures de street, les ventes par programme, combien ça génère de chiffres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce que j'attendais, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat par rapport à ce que j'attendais, les stratégies que j'ai dû mettre en place, comment j'ai réagi, pourquoi j'ai switché sur de l'accompagnement, est-ce que ça a marché, combien de ventes, combien de clients, combien de chiffres d'affaires, les hauts, les bas, est-ce que c'est bon signe pour la suite, est-ce que c'est pas bon signe, est-ce que j'ai bien fait d'investir plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement pour m'apprendre à faire des accompagnements. Tout ça, j'y réponds dans cette vidéo. Donc, ceux qui voulaient des chiffres, ceux qui voulaient du business, ceux qui voulaient savoir si je suis en road to clochardise ou en road to millionnaire, tout est là-dedans. J'espère que ça va vous plaire. Et une fois que cet épisode sera sorti, on va faire un process 1% par mois, mais sous un nouveau format. C'est-à-dire que les précédents process 1%, on les utilisait à chaque fois qu'on faisait un déplacement, genre à Montpellier quand on allait voir Valentin, Paris quand on allait voir Kim, pour profiter du fait qu'on soit en déplacement pour vlogger tout ça et faire un bel épisode. Comme on n'est pas tout le temps en déplacement et que j'ai pas tout le temps l'occasion de faire ça, je me suis dit, en fait, les process 1%, hors cas exceptionnel, vont être, à partir de là, des synthèses du mois qui vient de passer, d'un point de vue création de contenu, business, chiffre d'affaires, vente, haut, bas, etc., comme le process 1% qui va arriver, qui est sur 4, mais qui résume grosso modo 4 mois, mais à chaque fois on le fera mois par mois. Comme ça, vous avez vraiment toutes les backstage en toute transparence. Ma journée, comme on dit, my entrepreneurship journey, comme on dirait en Angleterre. Putain, je sais pas faire les accents, c'est un délire. Bref, ma journée entrepreneuriale, mon parcours entrepreneurial, mois par mois, dans les détails. Donc on lance ça. Donc à partir de la semaine prochaine, ça va être très très cool. Très hâte d'avoir vos retours là-dessus. Donc on a beaucoup bossé sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai encore travaillé ma stratégie Instagram. Je vous en avais parlé la dernière fois. Là, le fait est que je suis arrivé au constat évident, et en même temps, quand on se penche sur les stats, c'est pas illogique. Les gens le disent tous. Je génère plus de chiffres d'affaires via mon compte Instagram que mon compte YouTube. Alors que, on pourrait se dire, l'audience YouTube est une audience dont je suis plus proche, qui regarde des contenus plus longs, a plus de valeur ajoutée, oui. Mais comme le disent en fait beaucoup d'entrepreneurs, en fait, si tu veux des résultats, déjà dans un premier temps, il faut te concentrer sur des réseaux qui permettent d'avoir ça. Or, YouTube, les podcasts, etc., c'est de la stratégie très long terme, plutôt sur du 12, 24 mois. Là où Instagram, Facebook, LinkedIn, en l'occurrence, en termes d'ordre de ce qui génère le plus, normalement, c'est Facebook, puis LinkedIn, puis Instagram. Quand tu vises des audiences, on va dire de 23, 24, 25 et plus, ce qui est totalement mon cas de figure, je ne vise plus de personnes, on va dire, entre 16 et 20 ans. Forcément, quand on veut du 16-20 ans, c'est peut-être plus pertinent d'aller sur du TikTok, Instagram que du Facebook, LinkedIn, c'est logique. Mais c'est pas, entre guillemets, l'audience qu'il faut cibler si tu vises à faire des contenus premium pour ces personnes. Mais on en reparlera dans le process 1%, ça de toute façon. Et du coup, j'ai étoffé ma stratégie Instagram, m'étant rendu compte que c'était, oui, ce qui me génère le plus de prospects, donc de clients potentiels et donc de revenus par mois.
Alors que je pensais que, ayant déjà une audience YouTube un peu établie, YouTube passerait devant, surtout que j'ai jamais vraiment ces dernières années eu vocation de développer vraiment mon compte Instagram, d'être un créateur de contenu Instagram. Je postais un peu de trucs, des morceaux de mes vidéos YouTube pour les faire connaître, ce genre de choses, mais jamais eu de grosse stratégie. Et pourtant, j'ai plus de résultats malgré tout sur Instagram. Parce que ce réseau est bien plus adapté en fait pour ça. J'en avais conscience, mais entre le moment où j'en ai, comme beaucoup de choses, le moment où on entend quelque chose, qu'on le conscientise et qu'on arrive à voir concrètement comment l'appliquer à notre cas de figure, il peut se passer beaucoup de temps. Et il s'est passé beaucoup de temps. Donc voilà, conseil pour ceux qui veulent se lancer demain sur du business en ligne. Clairement, YouTube, c'est pas la priorité. Surtout que faire des vidéos YouTube, c'est beaucoup plus long, c'est plus chronophage, ça demande plus d'expertise, plus de moyens aussi potentiellement. En fait, le temps de faire une vidéo YouTube, vous avez fait 500 vidéos Instagram. J'abuse dans le ratio, bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Donc, potentiellement aussi beaucoup plus de résultats plus vite. Et une fois que vous générez vos premiers euros, vos premiers revenus, que vous avez une certaine stabilité, que vous voyez qu'il y a une croissance possible dans votre marché via votre compte Instagram, vous pouvez commencer à investir sur du YouTube pour aller plus loin. C'est plutôt ça la logique. Or, moi, j'ai fait exactement l'inverse. Grosse erreur que je ne referai pas. Si demain, je devais repartir de zéro, je ferai un full focus Instagram. Même idéalement, pourquoi pas Facebook, LinkedIn. Cependant, ce sont deux réseaux que je ne connais pas. Il faudrait que je me forme beaucoup plus sur ces réseaux au préalable. Mais dans l'idée, voilà. Retour d'expérience à chaud après grosso modo 3 ans d'entrepreneuriat par rapport à ma première vidéo où au début je faisais pas de business. Vraiment, si je devais recommencer, je ne ferais pas du YouTube. Je me concentrerais sur Instagram. Voilà. Donc, encore de la refonte de ma stratégie Instagram. Ceux qui me suivent, vous avez dû voir qu'il y a encore des nouveaux formats. Un format donc interview dont j'avais parlé depuis un moment, qui, j'allais dire, apporte les résultats que je souhaite. C'est-à-dire que c'est pas du contenu où je vise de la croissance grâce à lui, mais plus de la connexion avec l'audience. Parce que là, j'ai un contenu plutôt typé croissance où c'est à chaque fois, vous avez dû le voir passer, une phrase type où genre j'écris un truc du genre je m'entraîne 5 fois par semaine, je mange beaucoup, mais je ne prends pas de muscle. Lis la description pour comprendre comment résoudre tel problème. Et dans la description, il y a des éléments à appliquer pour résoudre le problème cité. Ça, c'est un contenu qui fait facilement des vues et qui génère pas mal d'abonnés dès qu'un contenu perce. Et comme c'est très facile d'en faire beaucoup sur beaucoup de sujets, c'est facile de faire croître son audience. Je commence à avoir des bons résultats. Excusez-moi. Mais avec ça, je ne connecte pas avec les gens, c'est-à-dire qu'on ne me voit pas, on ne m'entend pas parler, on ne sait pas un peu quel mindset j'ai vis-à-vis de différents sujets de mon approche sportive. Et donc, je me suis dit, on va faire le format interview. Je vous montrerai dans le process 1% donc qui résumera donc qui sortira en juin, comment je les tourne. Vous verrez, c'est marrant. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que je prends le temps de développer une pensée sur un sujet précis, connecte au sport, au mindset, au lifestyle. Bref, les thématiques qui m'intéressent dans ma niche business et personnellement, parce que c'est aussi ça l'idée. Et ça me permet donc de plus connecter avec les gens sur des sujets en n'hésitant pas à avoir des avis peut-être un peu tranchés, avec mon tempérament que vous connaissez, et c'est très cool aussi. Et encore un nouveau format que là j'ai mis en place, c'est un format style Twitter. Les Américains, ils font beaucoup ça. On dirait que c'est un texte repris d'un tweet avec un encart de limite juste le header d'un tweet. Et j'en ai mis qu'un seul pour l'instant, il a très bien marché. J'en ai 14 en stock là, je crois. Toujours autour du fitness, lifestyle, santé, etc. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Résultat verdict dans les prochains jours. L'idée, c'est que j'en ai un par jour pour que je sois entre 1 et 2 vidéos par jour sur tout ce mois de mai pour avoir plus de résultats. Verdict, si ça marche bien, dans le process 1% qui résume mai, vous avez compris. Ensuite, troisième point. Affiner la cible de mon accompagnement Renaissance. Ok, qu'est-ce que c'est Renaissance? Parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, je vous fais mon nouveau pitch. Vous ne l'avez peut-être jamais entendu, donc je vous le fais maintenant. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement Renaissance? C'est un accompagnement en 4 mois destiné aux hommes de 21 à 35 ans qui sont maigres et qui souhaitent se muscler sans avoir besoin d'aller en salle de sport, même si vous manquez de discipline, grâce au poids du corps. C'est la promesse de l'offre, ni plus ni moins. Là, je vous ai rebalancé l'offre telle qu'elle est marketée. Mais en même temps, ça veut tout dire. L'objectif, c'est d'accompagner des personnes en leur donnant un cadre sportif
Donc leur dire quoi faire en termes d'entraînement, à leur apporter le soutien moral et en termes d'outils pour garder la discipline, la motivation, s'entraîner, être au plus proche possible d'eux, mais aussi d'encadrer leur lifestyle qui est en soutien de leur évolution physique, le tout pour que, en fait, in fine, ils se sentent mieux. Disons que la transformation physique, j'aime voir ça comme le fil rouge de l'amélioration personnelle. C'est en fait le process que tu mets en place pour t'améliorer physiquement, la discipline, les connaissances que tu dois aller acquérir, le dépassement de toi, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les réexploiter dans d'autres domaines de ta vie. Et moi, j'aime bien dire que finalement, l'évolution physique n'est là que pour rayonner sur le reste de ta vie. Parce que si la finalité vraiment de ta vie, c'est juste d'évoluer physiquement, je trouve ça un peu dommage. Or, si tu vois plus large, tu peux te rendre compte que ça peut être juste le point de départ pour amorcer un changement majeur dans ta vie et transformer ta vie grâce à cette étape intermédiaire. Et c'est cette vision-là que j'aime, c'est cette vision-là que je veux partager. C'est d'ailleurs cette vision-là que je partage beaucoup au quotidien dans tous mes contenus et que je transmets donc aussi à mes élèves. C'est pour ça que j'accompagne des élèves qui sont aussi en raccord avec ça. Je cherche pas, mes élèves ne sont pas juste là pour se dire « Ouais, trop bien, je veux des gros bras et trop cool ». Non, on veut aller plus loin que ça. Moi, je veux qu'ils se disent « J'ai un changement de vie après cet accompagnement de 4 mois, que je sois devenu une meilleure personne, que je sois plus fier de moi et que je sente que maintenant, j'ai de meilleures armes pour attaquer la vie dans mes projets perso parce que j'ai travaillé sur moi. » Et ça, c'est le meilleur des aboutissements. Donc, les élèves continuent d'évoluer très bien. On va revenir sur ce point juste après. Et j'ai décidé de réaffiner ma cible. Alors, parce que je passe par plein d'étapes, plein de questionnements, plein de phases de doute, certains échecs, certaines réussites aussi. Je vais détailler ça aussi dans le process 1% de mai, mais je vous spoil un peu. Pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez un peu d'avance sur ces sujets-là, vu que c'est un peu plus au jour le jour, du coup, forcément. Et ça, c'est un truc qu'on dit souvent dans le business. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. C'est pour ça que je markete mon offre autour des hommes, que je restreins une tranche d'âge. La tranche d'âge est aussi restreinte. Souvent, on me dit pourquoi 21 ans et pas genre 18 ans. 18 ans pour des raisons légales. 21 ans pour des raisons souvent de capacité à financer l'accompagnement. Parce que comme c'est un accompagnement haut de gamme, premium, forcément, c'est pas un accompagnement accessible à tout le monde. Et donc, en général, avant 21 ans, on n'a pas un travail, on n'a pas un salaire, on n'a pas commencé à être actif dans la vie professionnelle, donc on n'a juste pas la capacité à financer mon accompagnement, d'où cette restriction pour moi gagner du temps et pas donner aussi de faux espoirs aux personnes qui me contactent de 19 ans en mode « ce que tu proposes c'est trop bien, c'est ce que je veux, ah merde, j'ai pas les thunes ». Voilà, donc on gagne tous du temps comme ça. Et 35 ans, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est la tranche d'âge jusqu'à laquelle je sens que je peux connecter pour les aider sur leur sujet de vie. Après 40, 45, 50 ans, c'est d'autres problématiques que je ne connais pas. Et en ayant 32 jusqu'à 35, ça colle avec mon parcours de vie et l'expérience de vie que j'ai et que je peux apporter, tout simplement. Alors que pourtant, 40, 45, 50 ans, ça peut être des gens aussi qui ont plus de finances, techniquement, pour mon accompagnement. Mais il faut aussi une cohérence en délivrant le service le meilleur possible. Et cette restriction d'âge à la hausse est là pour ça. Oui, je voulais réaffiner en disant maintenant je cible vraiment les hommes maigres. Ce que je faisais au tout début, puis je me suis aperçu que comme j'ai aussi des personnes qui m'ont sollicité alors que c'était pas forcément des profils de maigres qui voulaient devenir musclés, mais aussi ce qu'on appelle des skinny fat qui étaient plus en recompo corporel et aussi certaines personnes pour une légère perte de poids. Et ça se passe très bien. Et du coup, je me suis dit je peux élargir. Mais du coup, j'ai fait cette erreur d'élargir ma com. Or, comme je le disais avant, plus tu parles à beaucoup de monde, moins tu parles bien aux personnes auxquelles tu veux parler. Donc, j'ai décidé de recentrer la com sur les personnes maigres pour que vraiment je touche mieux ces personnes-là, je touche mieux leurs problématiques et donc que je sois vraiment la meilleure personne qu'ils puissent trouver pour résoudre leurs problématiques. Pourquoi ce choix des personnes maigres et pas potentiellement des personnes qui veulent perdre du poids alors que c'est un plus gros marché ? Tout simplement parce que, comme je l'avais dit, cet accompagnement, il est un peu à la destination du moi d'il y a 6 ou 7 ans. Moi, j'ai un profil de très maigre. Je faisais 54-55 kilos pour 1m72. Donc, j'ai eu cette problématique de me sentir mal dans mon corps parce que trop maigre, parce que une brindille, en fait. Et donc, je suis le plus à même de pouvoir aider ces personnes-là
à prendre du muscle, à comprendre leur situation actuelle et à les aider à surmonter les obstacles que moi-même j'ai dû surmonter. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc, je réaffine ma com petit à petit là-dessus. Je communique sur le côté sans salle, obligatoire, parce que, en fait, la plupart de mes élèves s'entraînent chez eux. Je dirais qu'il y en a 2/3 qui s'entraînent chez eux, parce qu'avec un peu de matériel, on peut largement faire ce qu'il faut au poids du corps chez soi. Donc, je réaffine petit à petit ma com. Voilà, pour ceux qui veulent lancer un business, n'hésitez pas à avoir une com ciblée. Je dirais pas que je suis un modèle en la matière, loin de là. Je fais pas encore des chiffres stratosphériques qui me permettent de dire, regardez combien je pèse dans le game. Vous devriez m'écouter, mais j'écoute les sons de cloche des gens plus experts que moi et d'ailleurs, c'est pas impossible que je réinvestisse dans un accompagnement courant juin ou juillet. Je vous tiendrai au courant pour encore progresser sur ces sujets-là, étant donné que le premier accompagnement que j'ai fait avec Antoine Blanco m'a énormément fait monter en compétences, m'a débloqué en mindset, m'a permis d'avoir une meilleure vision du business. Et se dire que je réinvestis régulièrement, peut-être 1 à 2 fois par an, quelques milliers d'euros pour encore croître en termes de connaissances, d'expertise et en fait mieux savoir ce que je fais. Parce que, encore une fois, moi je suis un mec qui part de rien, qui n'y connaît rien en entrepreneuriat, rien en business en ligne, rien de rien, et qui s'est lancé en se disant « Ouais, mais c'est un monde que je kiffe, je veux aider les gens sur ces sujets-là, let's go !» Sauf que, en termes de marketing, de communication, de positionnement, de création d'offres, j'y connais rien à la base. Donc, j'ai pas de problème à me dire, j'utilise l'expérience de ceux qui sont en avance pour aller plus vite plutôt que de perdre 10 ans de ma vie à monter en expérience. Puis, c'est aussi le business que je propose en disant aux gens, je vous accompagne sur la partie sportive et lifestyle pour que justement, vous gagniez du temps. Je dis pas que vous pourriez pas faire ce que je vous aide à faire par vous-même, mais peut-être qu'au lieu de prendre 4 mois, vous allez en prendre 24 parce que vous allez faire 3 milliards d'erreurs, vous n'avez pas envie de passer du temps à vous renseigner sur tout un tas de problématiques. Donc c'est logique que moi-même, je trouve ça cool de se faire accompagner sur des sujets. Simplement, moi, c'est pas sur le sport, c'est sur le business. Voilà. Dernier point de cette semaine vers la liberté. Putain, elle est longue cette semaine vers la liberté, mais en même temps, on s'est pas vu depuis un moment. On a fini la transformation de Loïc. Je vous ai partagé une petite photo de l'avant-après du dos de Loïc sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vu, vous découvrirez ça bientôt. Ce sera pas la prochaine, ce sera en juin. Elle sortira courant juin. Pourquoi ? Parce que je veux intégrer dans cette vidéo aussi les témoignages de mes premiers élèves, en plus de Loïc, purement pour une question de marketing, de montrer que ça a marché pour Loïc. Oui, je vous spoil, ça a bien marché pour Loïc. Et que ça a marché aussi pour d'autres personnes qui ont des profils similaires, pour pouvoir plus facilement donner envie aux gens de rejoindre l'accompagnement par la suite. Je ne m'en cache pas. Bien sûr que ces vidéos sont là pour aussi promouvoir l'efficacité de ma méthode. Je veux dire, quel meilleur outil pour promouvoir l'efficacité de ta méthode que quelqu'un sur lequel tu l'as testé, certes Loïc gratuitement, et en plus avoir les témoignages de tes élèves qui, eux, ont payé, donc ont d'autant plus d'attentes vis-à-vis de ton service pour prouver que ça marche. Ça, j'ai envie de dire, c'est un truc de marketing de base. J'ai pas eu besoin qu'on me l'apprenne, c'est vraiment de la logique. Donc, voilà. Donc, on a tourné ça s'est très bien passé. C'était un très bel épisode, de beaux échanges avec lui pour finaliser cette aventure Renaissance. Et trop content, en fait, juste d'avoir pu l'aider à passer une step dans sa vie bien au-delà de l'évolution physique. Vous découvrirez tout ça dans la vidéo et peut-être qu'on en parlera plus en détail dans le podcast une fois qu'elle sera sortie, que je vous spoil pas trop. Mais c'était un très beau moment. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Voilà qui conclut. Il faut que j'arrête de dire voilà. Voilà pour conclure une phrase, ça pue la merde. Voici donc ce qui conclut la semaine vers la liberté. Et on est parti pour la deuxième partie de ce podcast. L'expérience de vie. Plus tu as de temps, plus tu procrastines. La loi de Parkinson. Qu'est-ce que la loi de Parkinson ? C'est une loi qui dit que plus tu as je sais plus quelle est la formulation exacte, mais en gros, plus tu t'accordes de temps pour faire une tâche. Non, c'est pas ça. Oui, si c'est plus tu t'accordes de temps pour faire une tâche, plus cette tâche sera longue. Autrement dit, le temps de réalisation
Putain, comment elle est formulée? C'est à peu près comme ça, c'est un truc comme ça. Putain, le mec qui a pas préparé son podcast. Comment on dit? C'est un truc du genre, le travail prend le temps que t'as dit qu'il prendrait, quoi, grosso modo. Le travail s'étale de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Voilà, c'est la même chose dit différemment, mais en mieux. Autrement dit, si vous considérez que vous vous allouez 6 mois pour faire une tâche, ça va vous prendre 6 mois. Alors que si vous en y étiez alloué peut-être 4, vous l'auriez fait en 4, cette même tâche. Bien sûr, dans la limite de si cette tâche est réellement faisable dans le temps que vous définissez. Et c'est ça tout le sujet, que ce soit en termes d'organisation, de productivité. Je m'explique. En fait, toute cette loi, elle tourne donc autour de fixer des deadlines. Au plus la deadline sera longue, au plus la tâche prendra du temps à être terminée. Au plus la deadline sera courte, au plus la tâche sera terminée rapidement. Exemple. Je pense que vous avez tous eu des mémoires à faire de fin d'année au lycée, des projets, des exposés, ce genre de choses selon votre âge. Bref, différents rendus dans votre parcours scolaire. On vous a dit, bah voilà, vous avez 6 mois pour faire ci, ça, ça, ça. Et ensuite, vous aurez une présentation. Et on le sait tous. On s'est tous retrouvés 5 jours avant à devoir rusher notre mémoire, notre présentation, je sais pas quoi, parce qu'on arrivait à la fin du délai. Pas parce que le délai était trop court, mais parce qu'au final, on a fait des petits bouts de cette tâche potentiellement un peu au cours de l'année pour les meilleurs et on a tout rushé l'essentiel sur la fin. Ça se passe toujours comme ça. Ou alors on a fait un gros bout à un moment donné, puis on a laissé traîner les restes sur la fin et on se retrouve avec un tas de restes à finir en très peu de temps. Et donc au final, notre tâche, elle prend tout le délai qu'on nous a fixé. Or, on sait pertinemment que si on nous avait donné un délai peut-être 3, 4, 5 fois plus court, on l'aurait quand même réalisé cette tâche. On le sait. Tout le monde est passé par là à l'école. Tout le monde. Moi le premier. Et le nombre de fois où je me dis, bah en fait au final, en temps effectif de travail, cette tâche, elle m'a peut-être pris, je sais pas moi, 7 jours. Mais en fait, c'est 7 jours qui ont été fragmentés et étalés sur 6 mois. Et au final, ça m'est resté dans la tête en me disant, putain, faudra que je fasse ci, faudra que je fasse ça. J'ai quand même peut-être délai, ça se rapproche, je stresse de plus en plus pour une deadline. Alors que, en fait, si la deadline avait été courte, je l'aurais fait dans le temps imparti et ensuite, j'en aurais plus jamais entendu parler. Mais on nous a donné des deadlines trop longues. Alors, bien sûr, cela est valable dans la mesure où la deadline est cohérente avec la tâche qu'on vous demande. Si votre tâche prend réellement à minima 7 jours et qu'on vous dit, bah, fais-la en 2, ça ne va pas passer. On est d'accord. Tout est une question de dosage. Et donc, c'est tout ça le point. C'est qu'il faut apprendre à estimer correctement le temps de votre effort. Parce que si vous l'estimez trop à la hausse, bah, dans votre esprit, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah, je me laisse un peu de marge. Du coup, c'est une bonne chose. Et dans une certaine mesure, c'est pas faux. Néanmoins, si vous vous laissez trop de marge, vous allez juste bouffer du temps potentiel que vous auriez pu allouer à d'autres tâches en finissant plus vite l'élément avec la deadline que si vous aviez correctement dosé dès le départ. Et c'est ça le problème. C'est que vous allez vous dire, ok, imaginons moi je dois sortir une vidéo YouTube, je me dis, ok, je me dis, est-ce que 2 semaines pour sortir ma prochaine vidéo YouTube, c'est cohérent? Il faut que je compte tant d'heures pour trouver l'idée, scripter, noter les plans, faire le montage, blablabla, miniature, etc. Ok, j'estime à 20 heures de travail, imaginons. Je me laisse un peu de marge d'erreur, 10%, 15%, 20%, à voir selon le sujet. On va dire que je débute, donc 20% de marge d'erreur. Donc 24 heures. Ok, j'ai 24 heures pour faire ma vidéo. Et ben en général, ça va me prendre 24 heures pour faire ma vidéo. Parce que j'ai mis cette deadline à 24 heures. Et donc, toute la question c'est, est-ce que vous estimez convenablement? Et ça, il n'y a pas de miracle. Il va falloir déjà acquérir de l'expérience sur une tâche pour être en capacité de l'estimer correctement. C'est pour ça qu'au début, il ne faut pas hésiter à vous laisser un peu de marge en trop, mais être vigilant à traquer le temps que vous passez sur les différentes étapes pour accomplir votre tâche, pour que quand vous allez avoir une tâche similaire qui va se présenter, vous puissiez revoir vos métriques et diminuer votre marge d'erreur parce que vous avez plus d'expérience et 2, avoir des métriques plus précises sur le temps que vous demande vraiment chaque partie de la tâche pour la timer au mieux.
c'est dans votre intérêt de la timer au mieux. Parce que, encore une fois, sinon vous allez faire moins de choses dans une même fenêtre de tir. Parce que vous allez vous dire, j'ai pas le temps de faire d'autres choses parce que j'ai estimé que ma tâche me prenait tant d'heures. Mais si en plus sur ces temps d'heures, il y en avait peut-être 30% qui servaient à rien, vous vous êtes baisé 30% de votre temps. Et ça, c'est pas évident. Il faut de l'expérience, il faut connaître son domaine, il faut pas hésiter à marger un peu au début et être très, honnête envers soi-même, à se dire, est-ce que en plus je suis du genre à chiller, à me dire ok, tranquille, j'ai le temps, quand vous savez que vous avez de la marge. Et en général, c'est le cas. Donc ne pas hésiter à raccourcir de la deadline si besoin, histoire de vous booster un peu. Et en ce sens, j'ai presque envie de vous dire que c'est toujours plus positif d'avoir une deadline trop courte que trop longue. Je m'explique. Si votre deadline est trop courte, vous aurez quand même donné le maximum de ce que vous pouviez dans cette deadline et vous aurez accompli peut-être quasiment entièrement la tâche. Alors que si vous vous donnez plus, vous aurez peut-être accompli 100% de la tâche, mais vous aurez peut-être pris 20% plus de temps. Et vaut mieux se dire, j'accomplis, imaginons, en 10 heures ma tâche. Je me fixe une deadline de 10 heures, que je sais probablement trop courte. Je me dis, j'ai 10 heures pour accomplir ma tâche. Vaut mieux que vous ayez accompli à 95% votre tâche en 10 heures, que vous dire, je préfère me laisser de la marge, je me donne 20 heures ou 18 heures et la faire à 100% en 18 ou 20 heures. Parce qu'en fait, c'est 5% qui vous manquait dans le précédent cas. Vaut mieux vous dire, ok, je rajoute une demi-heure pour compléter les 5% qui me manquent, plutôt que de vous dire, je me suis rajouté 8 ou 10 heures pour compléter les 5% qui manquent. En fait, vous êtes perdant à trop estimer, alors que vous êtes gagnant à sous-estimer. Dans la mesure où c'est pas une tâche qui implique peut-être d'autres choses. Mais genre, moi, si je veux créer une vidéo YouTube demain, vaut mieux que je sous-estime légèrement la durée de ma tâche et que j'arrive pas à rentrer dans ce délai. Parce que je sais que j'aurais été ultra efficace sur tout le temps imparti. Alors que dans le cas contraire, non. Donc, vous pouvez appliquer cette logique professionnellement pour vos projets ou pour vos rendus scolaires. Peu importe. Quel que soit que vous soyez en études ou dans un milieu professionnel, ça fonctionne. Mieux vaut volontairement, même quand vous donnez des deadlines aux gens, légèrement les raccourcir pour vous dire que, ok, quand on arrive à la fin de la deadline, vous de votre côté, vous avez prévu de la marche sans que la personne le sache, mais que comme ça, elle ait fait le taf et qu'elle soit vraiment efficace. Ça, c'est une très bonne méthode à employer. Exemple pour illustrer ça, lorsque j'ai lancé mon challenge de 5 secondes pour tenir la full planche. Mon challenge de X mois, je sais plus combien de mois je m'étais laissé, 4, 5, je sais plus, pour tenir 5 secondes une figure de street workout qui s'appelle la full planche, même si en ce moment je fais plus du tout de street workout, je fais vraiment du développement physique, poids du corps, même de mon côté. Sous peine de quoi, je devais supprimer la chaîne YouTube si je n'y arrivais pas. Oui, parce que ça c'est l'autre point. Si vous ne respectez pas vos deadlines, prévoyez des sanctions. Est-ce que la sanction est aussi un moteur de réussite? Et donc moi, c'est ce que j'avais mis en place. J'avais une deadline courte plus sanction. Et pourtant, même sur cette deadline, entre guillemets, courte, j'ai clairement été moins efficace sur les 50 premiers pourcents que les 50 derniers pourcents de cette deadline. Toujours la même logique. Plus j'ai de temps, plus je procrastine. Et c'est vraiment sur la fin que j'ai eu le plus gros de mes résultats. Toujours la même logique. Et même si j'ai pas réussi, au final, à atteindre mon objectif dans le temps imparti, alors que c'était faisable. Simplement, j'ai pas mis assez d'efforts constamment au début, là où j'en ai mis plus à la fin, parce que deadline. Et j'ai in fine plus progressé sur ce laps de temps que sur le laps de temps équivalent au préalable, où pourtant je pensais fournir les efforts qui allaient bien, parce que j'avais en plus une lourde sanction à la fin. Donc deadline plus sanction, et même si, ok, j'ai pas atteint l'objectif que j'avais défini, il n'empêche que j'ai eu une progression hors norme par rapport à ce que j'avais l'habitude d'avoir. Donc, utilisez ça pour vous aider. Ne voyez pas les deadlines et les sanctions comme des contraintes néfastes. Utilisez-les de façon intelligente pour tirer le meilleur de vous-même et potentiellement le meilleur des personnes avec lesquelles vous bossez. Faites ça intelligemment. Mettez pas des deadlines pour mettre des deadlines ou des contraintes débiles, enfin des sanctions débiles pour mettre des sanctions débiles. Il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait de la cohérence, mais c'est un vrai outil pour votre productivité,
pour être plus performant, pour plus progresser. Et c'est un vrai outil pour aider les personnes avec vous à être plus performantes et à plus progresser. Juste, faites ça intelligemment. Alors, il y en a qui me répondront, j'ai besoin de temps, sinon ça me stresse. Il y en a, ils paniquent dès qu'il y a des deadlines. Ils sont en mode je vais pas y arriver, je sais pas, ça me stresse, Non. Ça, c'est bullshit. C'est totalement bullshit. C'est de la merde. Ça, c'est des gens qui, deadline ou pas, branlent rien. C'est de la merde. J'ai jamais vu quelqu'un de bon dans son domaine qui, quand on lui met une deadline, est en panique et devient nul à chier. Jamais vu. Si la deadline est cohérente, bien évidemment. Encore une fois, c'est toujours la même chose. En fait, le sujet, c'est que oui, une deadline, ça peut susciter une certaine anxiété, une certaine pression, mais c'est tout le sujet. Si vous voulez accomplir des belles choses, il va vous falloir apprendre à manager la pression. La pression, c'est pas quelque chose de négatif en tant que tel. C'est un signal que vous recevez, que votre corps reçoit, que vous devez comprendre d'où il vient, qu'est-ce qui fait que vous réagissez comme ça, et comment le manager. C'est la différence entre quelqu'un qui va réussir à prendre des risques et être bon dans une zone d'inconfort par rapport à une autre qui va pas réussir. C'est qu'elle sait manager la pression, elle apprend à manager le chaos environnant et même, si possible, elle prend du plaisir à aller dans le chaos et à y mettre de l'ordre. Ça, c'est encore l'étape d'après. Mais c'est logique de ressentir une certaine pression, une certaine anxiété, certains doutes quand vous passez d'une zone de confort à une zone d'inconfort, à une zone d'ordre vers une zone de chaos. Mais c'est dans le chaos que vous allez construire le plus, progresser le plus, évoluer le plus. Et j'ai même envie de vous dire, l'évolution que vous recherchez dans quelque domaine que ce soit se situe dans du chaos dans lequel vous allez devoir vous plonger et y mettre de l'ordre. Donc vous, votre capacité, c'est que vous devez développer, et c'est valable sur tous les sujets, c'est manager la pression. Comment ça se passe pour ça ? Il y a plusieurs façons. La première, c'est d'être le plus organisé possible. D'avoir des structures organisationnelles dans des domaines où vous les avez déjà testés et les apporter dans cet univers chaotique. Peut-être pas les copier-coller tel quel dans cet univers chaotique. S'il est chaotique, c'est peut-être parce qu'aussi vous ne le connaissez pas. Donc probablement que les copier-coller tel quel ne va pas fonctionner. Mais au moins, vous dire, OK, quelles sont les grandes bases que je peux réexploiter et que je réadapte dans ce nouvel environnement ? Mais donc, ça vous demande de l'organisation, de la structure. C'est pour ça que c'est important d'être organisé. Ça vous permet d'apprendre à mieux manager le chaos. Ça veut pas dire être un maniaco-dépressif, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais avoir quelques grandes guidelines que vous vous imposez aux autres et qui permettent de créer de l'ordre. À vous de trouver les structures organisationnelles pertinentes dans l'environnement dans lequel vous arrivez. Toutes ne se valent pas. C'est logique. Être lucide, faire preuve de lucidité, c'est-à-dire apprendre à se détacher de la situation, à prendre du recul et se dire « Ok, certes je stresse, je suis peut-être un petit peu en panique dans ce nouvel environnement que je ne connais pas, mais prenons le temps de poser les choses factuellement, rationnellement et analysant. Qu'est-ce qui se passe bien actuellement, qu'est-ce qui se passe mal, pourquoi, à quoi c'est lié ? Quelles solutions je peux peut-être mettre en place, je les liste, quelles sont les solutions qui me paraissent pertinentes vis-à-vis des informations que j'ai et des connaissances que j'ai actuellement dans ces domaines-là. Ok, tac. On prend du recul, on prend le temps de poser un peu les choses à plat. On n'est pas tout le temps la tête dans le guidon. Lucidité, extrêmement important. Expérience. Le plus vous avez l'expérience de passer de zones d'ordre à des zones de chaos et à les structurer, le plus vous serez, serein, le moins vous aurez de pression, le moins vous serez anxieux à chaque fois que vous allez répéter ce processus. Parce que vous l'aurez déjà fait des dizaines et des dizaines de fois, vous êtes expérimenté, vous êtes compétent dans votre capacité à apporter de l'ordre dans une zone de chaos, donc forcément vous allez l'aborder plus sereinement. C'est logique, c'est comme dans tous les domaines, la confiance vient avec l'expérience. Comme dirait Monsieur le Raptor, pour le citer encore une fois, la confiance est un produit dérivé de la compétence, qui finalement est aussi un produit dérivé et corrélé à votre expérience. Le plus vous êtes compétent et expérimenté dans un domaine, le plus vous serez confiant. Donc le moins vous devriez ressentir de stress ou de pression parce que vous allez vous dire « Ok, je l'ai déjà fait 10 fois, pas de problème, je peux le refaire encore une fois. Je connais ce domaine. » Par contre, oui, les premières fois, vous allez devoir accepter
de prendre des coups, encaisser, que ça va pas être facile, mais c'est grâce à ça que vous allez devenir meilleur. On a tous commencé quelque part. Personne ne sait marcher avant de savoir marcher. Personne ne sait conduire avant de savoir conduire. On passe tous par des étapes où on est des merdes absolues dans un domaine et on se forme. C'est normal. C'est valable dans tout. La première fois que vous avez mis les pieds dans une salle de sport, la première fois que vous mettrez les pieds dans une salle de sport, probablement que vous serez un peu impressionné. Vous ne saurez pas comment utiliser les machines, comment faire les mouvements. C'est normal. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de prendre votre putain de paire d'haltères, de vous mettre allongé sur le banc et de commencer à tenter de faire un développé couché. Le meilleur moyen d'apprendre à faire une dips, je sais jamais si c'est masculin ou féminin, je crois que c'est féminin, une dips, c'est de vous mettre sur ces putains de barres et d'essayer de plier les bras et de remonter. Même si vous tremblez dans tous les sens, même si le mouvement est dégueulasse, déjà, commencez par essayer, découvrez les sensations. Puis une fois que vous l'aurez fait 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, vous deviendrez expert dans ce mouvement et vous vous direz, mais c'est trop facile. Parce qu'une fois qu'on a fait 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois quelque chose, naturellement, même si on réfléchit pas trop, on devient forcément un minimum bon et compétent dans ce domaine. Le secret, c'est la répétition. Bien sûr, pour optimiser ces répétitions, prenez le temps d'être lucide, de prendre du recul sur ce que vous faites, mais quel que soit le recul que vous prenez, s'il n'y a pas de la répétition, vous n'engrangerez pas d'expérience, donc vous ne deviendrez pas compétent, donc vous n'aurez pas confiance en vous. La base de tout, c'est la répétition. Rappelez-vous, vous ne saviez pas marcher avant de savoir marcher. Vous avez dû vous péter la gueule des centaines et des centaines et des centaines de fois avant de faire vos premiers pas, et vous avez continué de vous péter la gueule des centaines de fois avant d'apprendre à marcher parfaitement, puis à courir, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas avec cette même logique dans n'importe quel autre domaine, tant que vous êtes prêt à vous péter la gueule. Et enfin, acceptez le challenge. Acceptez le fait que ressentir de la pression, c'est pas anormal, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher à éviter. Au contraire, il faut l'embrasser. Embrasser la pression, embrasser le challenge, embrasser l'inconfort. C'est l'inconfort qui va vous faire grandir. Embrassez-le. Acceptez-le. Arrêtez d'être... ça, c'est souvent des trucs. Oui, 10 techniques pour ne pas ressentir la pression. Quels sont les trucs à faire pour ne pas stresser? Quels sont les trucs? Non. Je dis pas que il faut ressentir un stress maximal, mais il faut accepter qu'en allant dans l'inconnu, vous allez ressentir du stress et il faut pas chercher à le fuir. Parce qu'en fait, c'est ça tout le sujet. Apprendre à le contrôler et à le doser. Oui, mais ne pas chercher à le fuir. Parce que c'est lui qui va vous faire progresser. Les gens voient le stress comme quelque chose de mal. Non. Ça veut dire que vous allez vous challenger. Vous challenger, c'est grandir. Embrassez le challenge. Purement et simplement. Et quand vous êtes dans un état d'esprit de totalement embrasser le challenge que vous allez affronter, tout de suite, vous voyez plus les signaux négatifs d'anxiété, de stress, de peur, de pression comme des signaux négatifs. Vous les prenez pour ce qu'ils sont. Des feedbacks que vous fait votre corps, votre esprit. Vous prenez du recul dessus, vous les analysez et vous travaillez dessus. Mais parce que vous avez conscience que ça fait partie du processus. Vous n'êtes pas à les fuir. C'est toute la différence entre embrasser et fuir. Voilà. Et voilà qui clôture ce point sur plus tu as du temps, plus tu procrastines. Vous savez pourquoi. Vous comprenez l'intérêt des deadlines au travers de cette loi de Parkinson. Vous comprenez pourquoi c'est important d'en mettre. Pourquoi c'est plus positif d'en mettre des trop courtes que des trop longues de façon générale, tant qu'elles sont cohérentes. Surtout, vous comprenez aussi pourquoi le stress et la pression qui pourrait être liée à la création, l'imposition de ces deadlines est en fait quelque chose d'extrêmement positif à partir du moment où vous avez le bon état d'esprit vis-à-vis de ce que vous allez ressentir et pourquoi il faut pas le fuir et pourquoi c'est bullshit de dire non, moi je veux surtout pas de deadline, ça me stresse. Je connais pas de gens stylés qui font des trucs stylés qui résonnent comme ça. Voilà. Si vous avez des contre-exemples, n'hésitez pas. Je suis preneur, mais moi, mes modèles, j'allais dire un peu spirituels, de réussite, business, familial,
de vie au sens large, j'en connais pas un qui a cette approche-là. Au contraire, ils sont tous en train d'embrasser la pression, le stress, le challenge pour se dépasser et devenir des personnes meilleures. Et j'aime à penser que c'est comme ça que j'ai envie de me développer aussi. Et si vous m'écoutez, j'aime à penser que c'est comme ça que vous pensez aussi. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous les manifester. Bien! Voilà qui conclut donc cette partie 2, comme je le disais. On passe à la partie 3, vos questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui ont été posées. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont pertinentes. Parce que des fois, il y en a beaucoup, mais elles sont nulles à chier. Désolé, hein. Des fois, il y a des gens, vous avez vraiment des questions de merde. Hein. Alors... Oh, j'aime bien. Allez, on commence par une question sport. De T_étant. T_étant. Est-ce que le gainage sert vraiment à perdre du poids? Bullshit! Bullshit total! Je sais pas qui raconte ça encore de nos jours. Le gainage sert à faire du gainage. Fais du gainage si tu veux devenir meilleur en gainage, si tu veux renforcer ta sangle abdominale. Oui, là, le gainage est pertinent. Si tu veux perdre du poids, il n'y a rien, il n'y a aucun exercice, il n'y a aucun aliment, il n'y a aucune diète qui permet de perdre du poids. Ce sont que des outils pour t'aider à tendre vers un déficit calorique qui, lui, va te faire perdre du poids. La seule chose responsable de ta perte de poids, c'est le déficit calorique. Tout le reste, ce sont uniquement des outils qui te permettent de tendre vers ce déficit. Ces mêmes outils qui pourraient être utilisés dans le cadre d'un excédent d'ailleurs. Ils ne sont pas nécessairement appliqués pour un déficit. Ça reste juste des outils. Ça reste juste des éléments que tu vas agencer les uns avec les autres pour tendre vers ce déficit en fonction de ce qui te plaît, de ce que tu peux faire, du temps que tu as, du matériel que tu as, des objectifs que tu as. Mais à aucun moment, le gainage permet de perdre du poids. C'est de la merde si vous faites ça. Ça va développer, oui, un peu ta sangle abdominale. Vous pouvez faire des relevés de jambes, des relevés de genoux pour développer votre sangle abdominale. Mais ça ne vous fera pas perdre du poids. D'ailleurs, chose importante à noter, on ne peut pas perdre du gras dans une zone spécifique. On peut muscler une zone spécifique. Si demain vous faites que du curl biceps pour vos biceps, il n'y a que vos biceps qui vont se développer dans votre corps. Néanmoins, demain, vous ne faites que des crunchs, que des abdos. Vous allez certes développer vos abdos, vous n'allez pas perdre du gras au niveau des abdos. Ça, c'est des croyances qu'on avait il y a 10 ans. Ce n'est pas le cas. Vous devez faire un déficit calorique si vous voulez perdre du poids. Autrement dit, apportez à votre corps moins d'énergie qu'il n'en consomme. Autrement dit, via votre nourriture, apportez une quantité de calories qui est plus faible que la quantité d'énergie que vous dépensez au quotidien en marchant, en courant, en respirant, en faisant vos courses, en bossant et en vous entraînant. Ni plus, ni moins. Certains exercices sont plus énergétiques que d'autres. Donc, autrement dit, un exercice polyarticulaire, genre, c'est tout con, hein, mais faire un développé couché, ça pompe plus d'énergie que faire un curl biceps parce que ça fait rentrer en jeu plus de groupes musculaires, plus de gros groupes musculaires et en plus souvent, mais plus de charge. Or, un curl biceps, c'est un tout petit muscle qui bosse tout seul. Il y a des exercices donc plus énergivores que d'autres, ça c'est vrai. Maintenant, c'est pas des proportions stratosphériquement différentes. Le cardio est un très bon outil. À nouveau, comme le gainage, c'est un outil. Vous pouvez faire des heures de cardio et finir obèse, techniquement. En termes de mise en place, c'est pas forcément très pratique d'arriver à devenir obèse en faisant 4 heures de cardio par jour, je vous l'accorde. Mais dans l'absolu, mathématiquement, c'est possible. Si, malgré vos 4 heures de cardio, vous avez 800 calories d'excédent, vous pouvez quand même finir obèse. Encore une fois, le cardio fait partie de votre mallette, de votre kit d'outils, mais ce n'est pas l'outil qui est directement corrélé à votre perte de poids. C'est comme le gainage. J'espère que vous avez compris la logique et que ça répond bien à votre question, à ta question en l'occurrence, vu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui posait la question. Ensuite, Urgolf SW, comment t'as fait pour avoir ta planche straddle et full? J'ai fait des straddle et j'ai fait des full. J'ai des vidéos disponibles. Ah ben non, la chaîne a été supprimée, il n'y a plus les vidéos. C'est con ça. Quoi qu'il, je suis vraiment pas la bonne personne pour donner des conseils sur cette figure. Demande à des gars comme Valentin, Ilyes, Livan, ils sont 1000 fois plus calés. Ils ont des programmes, ils ont des services de coaching, ils pourront bien plus t'aider que moi. Et pour les connaître et avoir bossé, enfin avoir des potes pour certains qui se sont fait coacher par eux
et moi en avoir discuté longuement avec certains d'entre eux, tu perds pas ton argent à les payer pour qu'ils te coachent sur ces questions-là. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et je conseille 1000 fois plus d'investir 2 à 3 fois plus d'argent dans un coaching sur quelques mois qu'acheter un e-book ou un programme vidéo. Non pas que tu vas pas trouver des bonnes infos dedans, juste que c'est plus efficace un coaching fois 1 milliard. Voilà. Si jamais, conseiller en investissement. Enfin, conseiller en investissement sportif, hein, on se comprend. A Humble Journey. Comment tu arrives à prévoir le temps qu'il te faut pour une action dans ton planning? Ah bah c'est bien, ça retombe sur le point précédent de la partie 2 du podcast. C'est l'expérience. Au début, il va falloir... Alors, il y a quand même 2 étapes. La première, c'est pas raisonner macro. C'est genre demain, je me dis pas, tiens, je veux faire une vidéo YouTube, combien de temps ça me prend? Non, je me dis, je veux faire une vidéo YouTube. Quelles sont toutes les étapes de faire une vidéo YouTube? Et j'essaye d'estimer chaque élément qui constitue cette grande tâche qui est faire la vidéo YouTube, combien il peut prendre. Parce que si je raisonne comme ça, macro, tiens, une vidéo YouTube, combien de temps ça peut me prendre? Je vais pas y arriver. Par contre, si je me dis, ok, j'ai besoin de faire toutes ces étapes pour arriver à la création de ma vidéo YouTube, ok, je dois commencer par scripter. Je connais pas trop, peut-être ça va me prendre 4 heures. Ok, 4 heures. Ensuite, je dois tourner. Bah forcément, je vais peut-être un peu bégayer, je connais pas, il y a plusieurs endroits où je dois tourner. Ok, 3 heures. Ok, ça fait déjà 7. Ensuite, je dois faire le montage. Bon, 3 heures de tournage, donc j'aurai peut-être un rush de 2h30. Donc il faut au moins que je dérush tout ça, donc c'est au moins 2h30, donc on va compter plus, 3h30. Et ensuite, il faut que je rajoute des effets, des machins, des bidules, des trucs. Peut-être des plans d'illustration, on peut rajouter 10 heures, ça paraît pas déconnant, voilà. Et ensuite, il faut que je fasse la miniature, peut-être ça va me prendre, 1h30 parce que je connais pas. Et tu fais des estimations grossières de chaque tâche de cette façon-là. Et ensuite, une fois que tu as fait ta première vidéo YouTube et que tu as tes temps réels sur chaque étape, tu regardes si tu étais loin ou proche de la réalité. Et à la deuxième vidéo, tu regardes si tu es de nouveau loin ou proche de cette réalité. Puis à la troisième, la quatrième, la cinquième. Et en fait, de nouveau, avec l'expérience sur l'accomplissement de ta tâche, tu vas pouvoir affiner ta capacité à estimer le temps. Mais ça vient avec l'expérience. Mais étape 1, quoi qu'il, c'est pas raisonner macro, c'est raisonner micro sur chaque élément qui constitue ta tâche. Parce que c'est beaucoup plus simple et en fait cohérent. Et de 2, l'expérience pour affiner les temps. Mais voilà, il n'y a pas d'autres solutions. Et à un moment donné, c'est de laisser erreur. Hein. C'est tu te dis, ouais, je pense que ça va donner ça, je teste, oui, non, j'ajuste, tac, 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 et t'affines. Voilà, qui répond à ta question. Et ensuite, de L1 Workout, quelle serait ta stratégie si tu devais tout recommencer à zéro? Plus de visibilité, plus de notoriété, etc. Ayant commencé à zéro, moi, j'ai pas du tout commencé sur YouTube et Instagram en ayant déjà une audience parce que juste je partageais des vidéos de mes perfs ou quoi que ce soit et les gens me suivaient pour ça. Non, je suis vraiment parti de zéro. Je suis même parti de zéro en ne sachant pas comment fonctionnait Instagram parce que j'ai créé un compte Instagram exprès pour ça. Sinon, je vous le dis, je n'aurais pas de compte Instagram. Je suis pas réseaux sociaux en fait à la base, à part regarder des vidéos sur YouTube. Tout le reste, c'est pas du tout mon délire. C'est pour ça que j'ai pas de compte TikTok, application de fils de pute. J'ai pas de compte Snapchat, application de giga fils de pute. Et non, j'ai juste Instagram. Voilà. Et c'est un outil de travail. Mais je l'ai juste parce que c'est un outil de travail. Bref, qu'est-ce que je ferais? Maintenant que j'ai beaucoup plus d'expérience dans ce domaine, je raisonnerai objectif prioritaire. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que mon but, c'est de créer une grosse audience et de fédérer une audience autour d'un sujet qui me plaît? Est-ce que mon but, c'est de gagner de l'argent en faisant la promotion d'un service pour aider un profil type de personne sur un sujet précis et donc je vais créer du contenu autour de ça pour que ce soit corrélé à mon service? Ce sont 2 approches qui n'ont rien à voir. Moi, mon approche initiale, c'était de me dire, je pense que je suis capable de créer une audience et une fois que j'aurai cette base d'audience, je pourrais leur proposer des services. Très mauvaise idée. Mon objectif étant, quand je me suis lancé, de vivre de YouTube, entre guillemets, des réseaux. Très mauvaise idée. J'ai fait la pire approche possible à mes débuts. Si vous n'avez aucun objectif financier, vous pouvez prendre cette première approche qui est de se dire, je bâtis une audience, je construis une audience, je fédère des gens autour du sujet qui m'inspire, qui m'anime. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez faire vraiment de l'argent avec. Ayez-en conscience.
Parce que si vous fédérez une communauté autour d'une thématique, où par exemple les gens sont très jeunes, ça va être très compliqué. Le street workout, la plupart des pratiquants sont très jeunes, notamment la partie statique, les figures. En général, c'est des gens qui ont entre 16 et 20 ans qui s'y intéressent. Autrement dit, des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Donc, auprès desquels c'est très compliqué de vendre quelque chose, même à 50 balles. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de ressources financières. Moi, le premier à cet âge-là, je n'avais pas de ressources financières et je n'aurais pas investi 50 balles dans un service. D'autant plus digital. Ils ont tout au mieux de quoi investir dans un peu de matériel, mais souvent, pour l'avoir remarqué notamment à Noël dernier, c'est lors de leurs anniversaires ou de fêtes adéquates qu'en fait, on leur achète le matériel pour leur cadeau. C'est pas eux qui l'achètent. Donc, ils peuvent investir dans du physique, pas dans du digital. Ça, c'est une erreur dont je me suis rendu compte quand j'avais donc mon positionnement sur le marché statique du street workout et donc des difficultés que je rencontrais en me disant mais je comprends pas, je fais des putains de bons produits, ils sont hyper bien. Franchement, par rapport à ce qui se fait dans d'autres domaines, je suis même pas spécialement cher et pourtant j'ai quand même du mal à les vendre. C'est pour ça en fait. C'est juste que les gens n'ont pas la capacité. La clientèle statique du street workout était trop jeune. Donc moi j'étais en train de fédérer une audience autour de ça alors que j'avais pour but d'en vivre. Donc grosse erreur. Donc je ne referai pas ça à ce jour. Si vous êtes juste en mode pure passion, aucun sujet business derrière et pas de besoin d'argent, vous pouvez avoir cette approche. Sinon il faut avoir l'autre du coup qui serait de se dire ok, quelle compétence, quelle expertise, qu'est-ce que je peux apporter aux gens pour lequel ils seraient prêts à payer parce que ça va vraiment les aider. Et une fois que vous avez identifié ça, vous dire maintenant quel contenu je peux créer autour de ce service pour le faire connaître, montrer que je suis expert, montrer que ça marche, me faire connaître mon service auprès des gens qui en ont besoin. Et là, vous raisonnez pas du tout de la même façon parce que d'un côté, vous allez entre guillemets essayer de créer une grosse audience. De l'autre côté, vous voulez juste toucher les gens concernés par votre service. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des comptes Instagram à 150K ou des comptes YouTube à 100K qui génèrent même pas 5 000 € de revenus mensuels. Et il y a des gens qui ont des comptes Instagram à 1000 abonnés ou des chaînes YouTube à 1000 abonnés qui génèrent 50 000 € par mois. Parce que ça n'a rien à voir. La taille de l'audience et votre capacité à vendre des services, ça n'a rien à voir. Vraiment. Ça, c'est quelque chose dont j'avais toujours entendu parler depuis le début, mais encore une fois, comme je le disais au début du podcast, entre le moment où tu l'entends, où tu le conscientises et tu en vois l'application pratique dans ta situation, il peut se passer des mois, voire des années. D'où l'intérêt de se faire accompagner, quel que soit le sujet. On va dire oui, je fais un peu ma pub de mon accompagnement sur la partie sport en faisant ce genre de parallèle. Oui, bien sûr, encore une fois, c'est toujours la même chose. Tu peux très bien avoir les résultats que je vais, entre guillemets, te délivrer en 4 mois, mais les avoir en 2 ans en faisant toutes les erreurs possibles et imaginables. La question, c'est est-ce que tu estimes que ce temps que tu vas perdre, cette énergie que tu vas y mettre, ça vaut le fait de le faire en 4 au lieu de 2 ans, avec en plus toute la frustration de rester dans ta situation qui te déplaît. Et quel est le coût de rester dans cette situation ? C'est une question que tu dois aussi te poser. Bref, je vous ai marketé mon accompagnement au passage. Mais l'idée est là. Donc, si je devais repartir de zéro, moi, ayant des objectifs business, je partirais donc sur cette option-là de me dire, ok, si demain, je veux délivrer mon accompagnement Renaissance, mais j'ai 0 audience, il va falloir que je crée du contenu autour de ça. Moi, je suis autour du développement physique au poids du corps. Donc, je vais créer du contenu qui parle de développement physique au poids du corps. Et c'est pas grave si ce contenu ne fait pas des dizaines de milliers de vues en Reels ou en vidéo YouTube. Moi, ce que je veux, c'est que chaque personne qui le regarde, ce contenu, se dise « Ok, ce mec, il a l'air de vraiment pouvoir m'aider. Il a l'air vraiment compétent. Il a l'air vraiment crédible. Crédible de par les connaissances qu'il apporte, de par les témoignages qu'il apporte, de par l'image qu'il renvoie. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai un physique de quelqu'un qui est musclé, parce que c'est plus dur de vendre un accompagnement pour devenir musclé si t'es une brindille, on est d'accord, ou si t'es obèse, on est d'accord, c'est logique. Certains diront oui, mais c'est pas parce que t'as pas le niveau ou que tu peux pas être un bon coach. Factuellement, c'est pas faux.
Néanmoins, c'est pas comme ça que les gens raisonnent. Donc, si tu es obèse et que tu veux vendre des programmes minceurs, délicat. Tu veux apprendre aux gens à faire des full planches, t'as pas une straddle, délicat. C'est toujours la même chose, question de cohérence. Et donc voilà, je créerai du contenu autour de ça. En fait, comme je le fais actuellement. D'ailleurs, j'ai entre guillemets eu moi ce cas de figure de renouvellement d'audience, étant donné qu'avant j'étais plus sur une audience typée statique du street workout. Maintenant, je passe sur une audience plutôt à la recherche de développement physique poids de corps. J'ai un switch d'audience qui se fait. C'est pour ça que j'ai pas mal de moments où j'ai des pics d'abonnés, des pertes d'abonnés. Bon, il y a aussi le fait que je fais du tri d'abonnés sur mon compte Instagram et des fois je shoot 200 personnes. C'est un autre sujet. Oula, parce que quand tu prends 100 follow sur Instagram via tes reels et tes contenus, t'as facilement 15% de bots, 15% de comptes du Niger ou je sais pas quoi un peu bizarre, 10% de comptes arabes un peu bizarres, 5% de comptes bizarres pour essayer de te vendre des vidéos de cul. En fait t'as la moitié des follow qui sont des follow de gens inexistants entre guillemets ou vraiment hors sujet avec ma thématique. Plus ensuite les gens qui sont potentiellement même pas des prospects potentiels parce que trop jeunes, pas du tout concernés ou juste qui n'ont rien à voir. Bref. Du coup, il y a des fois je fais des gros shoots d'abonnés parce que ça m'intéresse pas d'avoir un gros compteur d'abonnés. Et ça ne sert pas du tout à être plus crédible pour vendre mon service. Je vous le dis aussi, vous n'avez pas besoin d'avoir 5, 10, 15, 20, 30, 50K pour être crédible pour vendre votre service. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Votre nombre d'abonnés, je veux dire, une fois que vous en avez un petit millier, on va dire, ça suffit largement. Ça suffit largement au niveau biais de crédibilité. Vous inquiétez pas. Donc voilà. Ayez conscience de ces deux choses-là et votre stratégie de création de contenu n'aura rien à voir. Rien à voir parce que vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs. Voilà qui conclut cet épisode de podcast. On doit être à 1 heure à pas grand-chose près, donc c'est parfait. Merci pour votre temps. Si ça vous a plu, je vous invite comme d'habitude à liker si vous êtes sur YouTube ou à mettre un petit 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes d'écoute, notamment Spotify. On se retrouve peut-être dès lundi prochain si je rattrape le retard. Et comme ça, on reprend un rythme normal. Je vais essayer de faire ça au mieux. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de reprendre un peu de temps pour faire cet épisode. C'était très très cool. C'était Amaury. Je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.